Bonjour à toutes et tous. Je vous propose qu'on démarre tranquillement en laissant les uns les autres le temps de nous rejoindre. Donc, bienvenue à ce webinaire organisé par le RTES sur la thématique collectivité. Comment identifier et accompagner les structures de l'ESS en difficulté de votre territoire. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30, donc pour 1h30. C'est un webinaire qui est enregistré, mais je le disais en off, peut-être vous m'avez entendu, qui est réservé aux adhérents, aux collectivités adhérentes du RTES. Donc, le replay y compris sera réservé aux collectivités adhérentes. Je le précise parce qu'on souhaite favoriser au mieux les échanges et ça peut être une information qui aurait un impact éventuel pour favoriser ces échanges. Pourquoi ce webinaire? Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail du contexte actuel, surtout qu'on aura l'occasion d'y revenir avec les différents intervenants, mais voilà, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans un contexte économique tendu, avec des coupes budgétaires de l'État, mais aussi de certaines collectivités territoriales vers l'économie sociale et solidaire, et que ça a déjà des impacts importants sur les structures de l'ESS, avec des espaces et des structures en difficulté, qui peut aussi avoir des impacts très forts, et c'est ça aussi sur lequel on a eu l'occasion et qu'on souhaite continuer à alerter du côté du RTS aussi sur les territoires en matière d'emploi, mais aussi en matière de services rendus aux territoires et à leurs habitants. Et que dans ce contexte-là, la façon, enfin, on est convaincus que les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer, notamment déjà, d'une part, dans la mise en dialogue avec les réseaux de l'économie sociale et solidaire, les structures d'accompagnement pour réaliser une veille, partager des diagnostics et puis surtout identifier les zones de fragilité, accompagner et réfléchir à des dispositifs d'accompagnement face à ces difficultés. Donc l'idée de ce webinaire, c'est vraiment de se donner le temps d'en échanger. On a tout de même convié quelques personnes à témoigner là-dessus. Donc, je les présente de suite, mais ils auront l'occasion les uns les autres de se représenter. Donc, Dominique Dida-Juel, qui est responsable du service armes à la région Normandie. Elle aura l'occasion de préciser ce qu'est le service et le dispositif armes de la région. Enchantée. Laurent, enchantée, bien, merci. Laurence Park, qui est chargée de mission économie sociale et solidaire à Nantes Métropole. Hugues Bonjour. Polastro, bonjour. Hugues Bonjour et merci Polastro, pour l'invitation. qui est, bonjour, directeur général de l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, et David Ratino, responsable plaidoyer au mouvement associatif. Bonjour. Et vous l'avez vu, Anne-Laure Fédérici, déléguée générale du RTS, interviendra également. Un petit point sur le déroulé. Dans un premier temps, on souhaite vous proposer de revenir sur ce contexte avec Anne-Laure qui va faire un retour, mais sans doute Hugues Polastro et David Ratino auront aussi l'occasion d'en dire quelques éléments, mais sur la cellule de veille nationale dont la première réunion s'est tenue avant-hier. Donc, cellule de veille nationale mise en place par la ministre et pilotée par Maxime Baluel, le délégué interministériel, qui avait d'ailleurs été demandé par ESS France et puis l'UDES et le mouvement associatif. Donc, un premier temps d'état des lieux sur les travaux menés aussi par l'UDES et le mouvement associatif, pardon, en termes de repérage, enfin, d'identification, d'analyse du contexte et aussi de premières interpellations. Vous aurez l'occasion aussi de revenir et d'échanger avec les uns les autres. Et puis, un deuxième temps d'illustration d'actions développées, soit directement par, ou soit en tout cas en soutien de collectivités territoriales, qu'on a pu identifier grâce à vos retours sur le questionnaire qu'on vous a fait passer. On va en présenter 4, alors soit dispositif, soit expérimentation, enfin voilà, on y reviendra. Bien sûr, l'idée, c'est aussi d'échanger avec vous, les uns les autres, voilà, sur peut-être des réflexions que vous avez en la matière. Je sais que dans le questionnaire, certains ont indiqué qu'ils
y réfléchissaient, que certains et voilà, qu'il y avait des démarches initiées, donc n'hésitez pas aussi, on va essayer de garder un temps, pour vraiment échanger là-dessus. Voilà pour, le déroulé, je vais arrêter mon écran et puis, tout de suite donner la parole à Anne-Laure pour, un retour, sur la cellule de veille. Oui, merci beaucoup Chloé. Bonjour. Alors effectivement, comme Chloé l'a rappelé, cette cellule nationale de veille a tenu sa première réunion mardi et s'est réunie à la demande de réseaux d'acteurs, donc notamment l'UDES et ESS France, pour c'était un peu inspiré de des cellules qui s'est mise en place durant le Covid pour analyser, anticiper et coordonner un peu la prise en charge des différents besoins des structures de l'ESS suite aux décisions budgétaires, aussi bien côté État que côté collectivité locale, puisqu'on sait qu'il y a un certain nombre de collectivités qui ont aussi réduit leur soutien aux structures de l'économie sociale et solidaire. Ce qui était, enfin peut-être moi ce que je voulais juste souligner, c'est que dans le cadre de cette cellule de veille, donc on avait demandé au RTES à ce que les collectivités soient présentes dans cette cellule de veille, avec l'idée d'une part de pouvoir se faire aussi un peu le relais en matière d'information par rapport aux collectivités adhérentes, faire remonter les attentes des collectivités adhérentes par rapport à une cellule nationale, et puis aussi, et je pense que c'est vraiment un point important dans le contexte actuel, montrer que les collectivités sont aussi euh, apporteuses de solutions, ont un rôle à jouer par rapport à la situation actuelle et qu'elles ne sont pas simplement une des causes, entre guillemets, du problème, parce que c'est parfois un peu un discours qu'on peut entendre. Donc, c'est pour ça qu'on avait au sein du RTES et qu'on a toujours hein, ce questionnaire qui vous a été adressé, que vraiment on vous invite à compléter pour repérer les initiatives que vous avez prises, que vous allez prendre et un peu vos attentes. Donc à la fois pour favoriser le partage d'expériences entre collectivités, donc ce qu'on fait aujourd'hui à l'occasion de ce webinaire, mais aussi pour faire connaître hein, ce que font les collectivités locales. Alors un mot sur la cellule de veille donc, qui s'est tenue il y a 2 jours, donc il y avait notamment Hugues Polastro qui était présent. Et aussi Madame Dida Juel qui présentait le dispositif ARM de la région Normandie. Donc il y avait une trentaine de personnes qui composent cette cellule d'animation, notamment donc la délégation ministérielle à l'ESS avec donc le délégué Maxime Baduel, Jean-François Pascal et Stéphanie Benamozig. Il y avait un certain nombre de ministères de l'État et ça c'était intéressant, cette mobilisation ministérielle donc de la DGEFP, de la DGEPVA, donc vie associative, de la Direction générale des entreprises, de la Direction générale du Trésor, du service médiation des entreprises, et puis quelques correspondants État en région, donc notamment SGAR Hauts-de-France, la Dragesse Pays de la Loire, PACA, qui ont aussi présenté ce que l'État faisait en région. Autour de la table, il y avait également la Banque des Territoires, donc un certain nombre de réseaux d'acteurs, donc le mouvement associatif ESS France, l'UDES, France Active, Chantier École, FACE, le Centre des Fondations, le MES et l'AVIS, puisqu'il y avait tout un temps autour du DLA, du dispositif local d'accompagnement et un état des lieux de ce que le DLA aujourd'hui pouvait faire. Et donc, il y avait également des réseaux de collectivités qui étaient là, donc avec Région de France, donc représentée par Linda Lahalle, la conseillère régionale de la région Normandie. Et puis en visio, l'Assemblée des départements de France et l'Association des maires de France, mais qui sont pas intervenus. Donc voilà, première réunion pour présenter un peu les objectifs de la cellule et les enjeux, donc coordonner, favoriser la prise en charge, mais aussi l'idée de pouvoir élaborer et activer des plans d'urgence sectoriels et soutenir d'éventuels plans d'urgence à l'échelle régionale ou territoriale. Mais là-dessus, je ne sais pas, Hugues, si tu as plus d'éléments, mais en tout cas, la réunion, ça a juste été présenté sur cette idée un peu de plan d'urgence sectoriel et donc destiné aux structures impactées par une baisse
d'au moins 25% des financements publics, avoir la mise en page, la mise en place. Voilà. Donc, Hugues, si tu veux compléter par quelques éléments, moi j'attire juste votre attention sur l'importance que de pouvoir faire remonter au RTS ou via Région de France pour les régions, les attentes et les actions menées par vos collectivités. Voilà. Hugues, je ne sais pas, sur le plan d'urgence sectoriel, est-ce que tu as d'autres quelques compléments? Sur le complément, si peut-être préciser, alors effectivement, c'est ce que tu indiquais, hein, on est vraiment dans la définition du périmètre d'intervention. Il y a déjà, ce qui est bien aussi, je partage dans l'analyse que fait Anne-Laure, à savoir effectivement une belle participation quand même des services de l'État. Donc ça, c'est Ouais. quand même assez appréciable d'effectivement arriver à mettre l'ensemble de ces interlocuteurs autour de la table quand on évoque l'ESS, ce qui n'est pas toujours le cas. On a aussi une date pour une prochaine réunion, donc ça c'est plutôt appréciable. On se retrouve mi-septembre, Ouais. donc ça c'est bien. Je crois que c'est le 15 ou le 16 septembre. 16 septembre, Euh, oui. Ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement on a parlé plutôt des objectifs, on a parlé méthode, on n'est pas encore vraiment sur le fond, même si effectivement il y a eu une présentation d'un certain nombre de dispositifs. Ce qu'il faut retenir, très clairement, on manque cruellement de données. En fait, l'idée c'est de bien pouvoir monitorer. Euh, les actions à mettre en place et de voir réellement la situation des réseaux. Et donc à partir de là, on a besoin d'outils et pour ça, on a vraiment besoin de l'aide de la puissance publique, qu'elle mobilise en fait ses services et ses opérateurs. On pense par exemple à la Banque de France, qui a une visibilité particulière. On pense à l'URSSAF. L'URSSAF, qui est tout de suite déclenché dès que une association employeuse est en difficulté pour payer ses cotisations. Voilà, on pense à un certain nombre d'acteurs comme ça publics qui pourraient nous donner quatre cinq chiffres clés qui nous permettraient de suivre l'évolution tout au long de la mise en place de cette cellule et puis pourquoi pas au-delà. On a eu un retour positif hein, de la part de Maxime Baduel par rapport à cette demande qui trouve aussi que c'est une bonne idée. Ensuite, je vais dire on, c'est pas un nous majestueux, c'est un nous au sens du collectif, avec ESS France, avec le mouvement associatif, et puis avec d'autres, on a porté également l'idée de ne pas intervenir que dans les situations de crise, d'urgence, d'intervenir dès la dimension préventive. Et on a distingué trois temps. Et pareil, on a eu une écoute favorable. On a un temps préventif. En gros, dès qu'on commence à avoir quelques petits signaux, bah, hop, pouvoir orienter vers le bon interlocuteur. Par exemple, je reprends l'exemple de l'URSSAF, une structure qui a du mal à payer ses cotisations. Il faut l'inviter à aller vers l'URSSAF. Parce que dans ces cas-là, on peut faire un échelonnement de cotisation. L'URSSAF maintenant est en capacité d'être dans cette posture de conseil, et ça, c'est pas forcément connu. Et il y a plein de dispositifs analogues qui existent qui peuvent venir justement dans cette phase de prévention dans cette phase préventive. Ensuite, on a la phase curative avec deux niveaux. On a avant le plan CSE, donc avant le plan social, le PSE, pardon. Avant le PSE, où là, il faut déjà communiquer de manière assez large sur un certain nombre de dispositifs existants. Et là, on a encouragé justement les pouvoirs publics à faire de la même façon qu'ils avaient procédé pendant le Covid. Pendant le Covid, ils avaient produit un guide qui était extrêmement bien fait, qui du coup recensait l'ensemble des dispositifs en soutien pour les associations en difficulté et qui était génial. Il était mis à jour tous les 15 jours. Et donc, on aimerait bien, alors peut-être pas tous les 15 jours, mais ça pourrait être intéressant d'avoir la même démarche et que nous, dans nos réseaux, on puisse en saisir et diffuser de manière assez large en fait cette communication. Donc ça, c'est dans la première phase du curatif. Et ensuite, quand le PSE est déclenché, là, il faut un accompagnement beaucoup plus fin et qui est à structurer. Sur l'ensemble de ces points, il y a eu une écoute bienveillante plutôt positive. Ça, c'était intéressant. Et l'autre point, la ministre, lorsqu'elle a acté, elle a accédé à notre demande de mettre en place cette cellule de veille, avait listé un certain nombre de critères pour du coup permettre aux associations de bénéficier de mesures d'accompagnement. Je ne vous cache pas que ces critères d'abord sont cumulatifs, donc sont assez compliqués pour entrer dans, du coup, pouvoir prétendre aux différentes aides. Donc on a demandé à ce qu'un chantier soit ouvert, notamment ESS France a demandé à ce qu'il y ait un groupe de travail qui puisse être activé entre maintenant et la prochaine réunion de mi-septembre pour du coup pouvoir travailler sur ces critères. Voilà, donc a priori, pareil, on a eu un accord. Maintenant, il faut que le groupe de travail soit mis en place. L'idée, c'est d'aller assez vite et que dès septembre, ce soit opérationnel. Et d'ailleurs, l'objectif du délégué ministériel, c'est qu'en septembre, on dispose de données et qu'on soit vraiment très opérationnel et qu'on commence dès septembre à bosser.
Voilà. Merci beaucoup Anne-Laure et Hugues pour ces éléments bah voilà, de retour sur cette cellule de veille nationale mise en place, les premiers travaux qui sont du coup engagés bah, suite à cette réunion. Peut-être Hugues, je vous pardon, redonne la parole pour un temps ben, de présentation, de l'analyse. Vous avez très tôt, du côté de l'UDES, interpellé, alerté sur ben, voilà, les difficultés de l'écosystème de l'ESS à venir. Peut-être voilà, nous repartager quelques éléments de ces alertes, les points d'attention spécifiques que vous avez Très pu. bien. Et Chloé, il n'y a pas de souci, on peut se tutoyer. Ouais. Ça ne me dérange absolument pas. Je peux avoir le tutoiement aussi assez facile, donc aucun problème. Euh, L'UDES, je vais très rapidement, qu'on n'est pas forcément connu de tous, hein, parce qu'on a quand même un écosystème ESS extrêmement riche. L'UDES, c'est l'Union des employeurs d'économie sociale et solidaire, existe depuis 30 ans. C'est une organisation qui fédère des organisations patronales représentatives dans différentes branches où est présente l'ESS, au total dans 16 branches. Depuis 2014, nous sommes reconnus comme une organisation représentative patronale au niveau national. Il y a un nouveau champ qui a été créé, donc ça veut dire que vous avez le MEDEF, la CPME, l'UDP qui sont représentatifs, et la loi a créé en 2014, a créé un nouveau champ qu'on appelle le multipro. Vous avez dedans la FNSEA pour l'agriculture, la FESAC pour la culture, et l'UDES donc pour l'économie sociale et solidaire. On n'a pas exactement les mêmes prérogatives que le MEDEF CPME, je ne rentre pas dans le détail, mais voilà, en tous les cas, ça nous donne une reconnaissance et effectivement un certain pouvoir d'action, notamment dans le cas des accords nationaux ou également auprès des pouvoirs publics, beaucoup plus important. Donc, du coup, nous sommes légitimes pour parler au nom des 200 000 entreprises employeuses de l'économie sociale et solidaire. Il faut savoir qu'il y a 2,7 millions de salariés qui travaillent dans les structures d'économie sociale et solidaire. C'est pas rien, ça représente 14% de l'emploi privé en France. Et quand vous allez dans des régions rurales, ça peut monter jusqu'à 20%. Par exemple, j'ai les Hautes-Alpes en tête. C'est 20% de l'emploi. Vous allez à Mayotte, c'est encore beaucoup plus important. Je crois qu'on est autour de 30 ou 40%. J'ai un chiffre assez énorme à Mayotte. Voilà, pour montrer que l'économie sociale et solidaire, en termes de vie économique, en termes de vie dynamique d'entreprise, d'entreprendre, c'est extrêmement fort et présent sur le territoire. Et donc, nous sommes l'organisation qui parle au nom de ces entreprises. Voilà, hop. Je ferme cette parenthèse de présentation de l'UDES. Effectivement, comme tu l'indiquais, Chloé, dès qu'on a eu connaissance du projet de loi de finances 2025, en octobre dernier, je vous passe à vous rappeler la complexité hein, avoir d'habitude le PLF, on l'a plutôt en septembre, là, on l'a eu en octobre. On a sorti tout de suite nos calculettes et on a regardé, en fait, on a pris le PLF, on a regardé ligne par ligne, on a vu les lignes dans le PLF qui pouvaient impacter l'ESS. Alors après, c'est toujours un peu compliqué hein, parce qu'on est sur des programmes, on n'est pas sur du niveau de détail, mais on voulait avoir au moins une première évaluation. Donc on s'est intéressé à ça. On a regardé aussi du côté du PLFSS, parce qu'il y a des mesures dans le PLFSS aussi qui impactent l'emploi, pas seulement le SS, mais qui impactent l'emploi. Et on a aussi regardé du côté des collectivités territoriales, parce qu'on sait très bien que les structures de l'ESS travaillent de manière étroite avec les collectivités territoriales, en complément ou dans le prolongement des missions d'intérêt général, de service public, qui peuvent être mises en place. Et donc, on était arrivé à l'époque à une évaluation de 8,26 milliards. Donc, en croisant l'ensemble de ces données, et pour que ça soit beaucoup plus signifiant, on l'avait ramené au nombre d'emplois que ça pouvait représenter dans l'économie sociale et solidaire. Et donc, on avait évalué que, effectivement, l'économie, l'effort budgétaire qui pourrait être demandé aux structures d'économie sociale et solidaire, qui représente 8,26 milliards, ça pouvait représenter jusqu'à 186 000 emplois détruits. 186 000 emplois détruits. On savait que du coup pour les collectivités, ça allait être compliqué d'adopter leur budget avant avril. On savait que du coup il y a aussi une forme de résilience qui est assez remarquable dans les structures de l'économie sociale et solidaire et notamment dans les structures associatives où il y a une capacité à vraiment mobiliser jusque voilà, le moindre petit trombone qui traîne dans un tiroir pour essayer toujours de faire vivre l'activité et de rendre le service auprès des populations. Et donc, on est parti, on s'est dit, voilà, il y a une possibilité de destruction d'emplois qui peut aller jusqu'à 186 000 emplois d'ici la fin de l'année 2025, voire plutôt 2026.
le temps effectivement que toute la machine puisse se mettre en place. Bayrou a repris le budget Barnier, l'a réactualisé. On est resté exactement sur la même évaluation et on reste encore aujourd'hui sur la même estimation. On a toujours effectivement de grandes craintes et notre crainte, c'est qu'en fait, ça passe sous les radars parce qu'en fait, ces structures, il faut savoir que dans le monde dans le monde de l'économie sociale et solidaire, plus de 80% quand même des structures ont moins de 11 salariés. Donc, c'est pas un plan social comme chez Michelin. Du coup, ça fera pas la une des médias. Et il faut absolument qu'on rende visible, si on doit arriver jusque-là, rendre visible effectivement cette destruction d'emplois qui va avoir une incidence multiple, à la fois effectivement concrètement de l'emploi qui va être détruit, mais aussi des activités qui sont au service de la population, qui remplissent des missions d'intérêt général extrêmement fortes, dans des secteurs extrêmement stratégiques. Et donc, effectivement, c'est la destruction aussi de ces services publics qui sont extrêmement utiles et qui profitent à l'ensemble de la société. Si vous avez une crèche qui ferme, comment on fait garder l'enfant? Est-ce que ça veut dire qu'un des deux parents doit arrêter de travailler? Voilà, il y a toutes ces questions-là qui sont impactées. Et donc, on en est ici et j'ouvre, mais je ne vais pas plus loin. PLF 2026, on a des craintes aussi, puisque pour l'instant, l'annonce est de 40 milliards. On n'a pas le détail, on attend de manière fébrile, mais on attend les annonces de Bayrou le 14 juillet, puis le PLF un petit peu plus tard. Mais ça, j'y reviendrai dans une deuxième partie. Merci beaucoup, Hugues, pour ces éléments voilà, d'analyse et de points d'attention partagés par l'UDES. Ce que je vous propose, c'est de donner la parole à David Ratino du mouvement associatif pour qu'il nous partage également ben, à la fois le travail d'alerte, mais aussi l'enquête et les points qui en ressortent menés par le mouvement associatif. Et puis ensuite, on aura vraiment un temps d'échange. Si vous avez des questions, je les mets. N'hésitez pas à les partager dans le chat ou à les poser ensuite, que ce soit à Anne-Laure, Hugues et David. Mais David, je te donne la parole. Merci, oui. Du coup, moi, donc, David Ratine, donc, je suis responsable plaidoyer au mouvement associatif. Alors, je vais saisir la perche qu'a tendue Hugues juste avant. Donc, c'est vrai au mouvement associatif, on s'est lancé un petit peu dans une enquête au mois de mars dernier sur la question de la santé financière des associations. Donc, c'est une enquête qu'on a menée avec Exopé, le syndicat employeur de la branche Éclat et le réseau national du mouvement des associations. On a eu près de 5500 répondants sur cette enquête. Et en fait, l'objectif de cette enquête, c'était voilà, de voir les craintes liées au projet de loi finance, à la fois sur l'aspect des coupes qui étaient entraînées par le budget, mais également du décalage du vote du budget, puis du coup du décalage du vote des collectivités territoriales, et de se dire que du coup, il y avait forcément un sujet sur la trésorerie des associations, au-delà même de la question du financement qui nous alertait déjà. Et du coup, là où je rebondis sur ce que vient de dire Hugues, enfin sur la grande conclusion un petit peu de cette enquête, c'est de se dire que même si on avait une très forte résilience dans le monde associatif à mobiliser les derniers trombones dans un coin de tiroir, c'est vrai que là, en fait, on arrive à un aspect très cumulatif des différentes crises du secteur associatif qu'on peut retracer en arrière dans le temps, mais entre la chute des emplois aidés, la crise Covid, la crise de l'inflation et aujourd'hui donc la crise, enfin les budgets qui sont en baisse et la trésorerie des associations qui est mise à mal, en fait, on arrive vraiment à une forme, nous, en tout cas, de ce qu'on analyse, une forme de point de rupture, en fait, du monde associatif qui, aujourd'hui, à force de tirer sur l'élastique, c'est vrai qu'on finit vraiment par être pas très loin de la rupture. Ça, c'est par rapport à peut-être la grande conclusion qu'on a par rapport à ça. Au niveau des principales données, je vais revenir, enfin, je reviens assez rapidement là-dessus parce que c'est forcément des choses qu'on avait en tête, mais en tout cas, ce qu'on a pu analyser, c'est des grandes difficultés en matière de trésorerie des associations, avec plus d'une association sur deux qui explique avoir des problèmes de trésorerie récurrents. Euh, un tiers des associations qui disposent d'une trésorerie inférieure à 3 mois. Donc, ça, c'est un point important dans les principaux chiffres. Sur la question des financements, donc on était au mois de mars et pour beaucoup d'associations, c'est vrai qu'on était encore, et on l'est encore toujours, dans une période où on ne savait pas forcément quels seraient nos budgets, de la manière dont ils seraient reconduits ou pas, du fait du décalage des budgets, comme je le disais.
Et du coup, au mois de mars, il y avait encore 50% des subventions pour qui n'ont pas encore abouti pour des renouvellements. Donc là, on parle bien de renouvellement. Et sur celles qui ont été, sur l'ensemble des subventions qui ont été demandées sur des renouvellements, on en avait déjà 5% qui avaient déjà été refusées. Donc ça, c'est un point important. Et sur celles qui ont été traitées, il y en avait aussi la moitié de celles qui avaient été traitées qui étaient en baisse ou en forte baisse. Donc la question de la crainte des baisses budgétaires, à la fois vis-à-vis de l'État, bon, on a vu au niveau du PLF, mais aussi au niveau local, on pouvait le retrouver. Et là-dessus, on a eu aussi quelques exemples un peu forts, on va dire, vis-à-vis de certaines collectivités. Des associations donc qui avaient assez peu de marge de manœuvre, en tout cas par rapport à ça, du fait de leurs problèmes de trésorerie, et notamment qui se tournent beaucoup, bah, soit vers des acteurs bancaires, soit vers de la négociation, mais qui demeurent parfois sans solution, et notamment sur la question de l'accompagnement, mais je vais y revenir plus tard. Sur les conséquences, les conséquences en fait de ces coupes, elles sont de deux ordres. Déjà sur la question des activités, avec plus d'un quart des associations qui déclaraient diminuer leurs activités. Et là, enfin, notre enquête, elle est sur l'ensemble des associations, mais on le retrouve autant chez les associations employeuses que non employeuses, pour le coup, cette donnée. Et 15% des associations qui se retrouvent à augmenter en fait la participation financière de leurs usagers, ce qui peut mettre en difficulté les associations, puisque elles sont parfois en accompagnement de publics qui ne sont pas forcément solvables, et à augmenter les tarifs de leurs activités peut parfois entrer en contradiction avec le projet associatif qu'il y a derrière. Donc il y a la partie sur les activités, et puis il y a les conséquences aussi sur l'emploi. Et là-dessus, c'est là où on a été particulièrement alarmé, c'est qu'il y en avait déjà en début d'année, donc au mois de mars, 8% qui allaient mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi ou qui allaient procéder à des licenciements économiques. Il y en avait 18% qui n'allaient pas remplacer des départs de salariés, départs en retraite, ou CDD ou CDD non prolongés, pardon. Donc voilà, donc on avait un petit peu, donc c'est par rapport aux grandes données, et après, moi ce que je trouve intéressant aussi, c'était de voir avec vous, et je vais vous partager mon écran, mais on a quelques données plus spécifiques aussi par rapport au rôle des collectivités par rapport à ça, et comment est-ce que aussi les collectivités euh, peuvent avoir un rôle sur tout ça, quoi. Hop, attendez, je vous partage mon écran. Voilà. Sur ce que c'est bon, normalement, je pense que vous le voyez. Oui, Super. on le voit. Ouais. Ouais, super. Du coup, en fait, la question initiale qu'on avait posée, qu'on avait ici, c'était sur la question des trésoreries. En fait, ce qu'on se rend compte, c'était que en bleu, vous avez les données pour les associations employeuses. C'est qu'en fait, près de deux tiers, 61% en fait des associations, euh, elles envisagent la question de la trésorerie elles se disent qu'une des réponses possibles, c'est la question de la négociation. Et là, la négociation, on n'a pas forcément de détails précis. Mais la négociation, ça peut se jouer également avec leurs financeurs, et donc avec les collectivités, avec l'État, pour des structures qui sont financées, qui ont des conventions pluriannuelles, ou en tout cas qui veulent renouveler des conventions. Et là-dessus, c'est un point important. Je pense que c'est un des points central, pardon, de ce que peuvent faire les collectivités. C'est la question aussi du dialogue et de la qualité du dialogue. Et là-dessus, on a une autre hop. Attendez, je vois pas mes numéros. Hop, euh, on a une autre slide qui est intéressante, c'est sur la qualité du dialogue que les associations peuvent trouver auprès de leurs financeurs. Donc là, en vert, en gros, on est sur des qualités de dialogue plutôt satisfaisants ou très satisfaisants. Et puis après, on est sur du dialogue qui est euh, pas satisfaisant, voire inexistant. Et donc là, en fait, on se rend compte que la qualité du dialogue, elle est quand même relativement stable en fonction de l'interlocuteur qu'on peut avoir, plutôt satisfaisante de manière générale. Or, après, ce qu'on se rend compte par contre, c'est que quand on creuse et qu'on rentre dans le détail région par région de cette qualité du dialogue, bah, il y a quand même de forts écarts qui peuvent se jouer
à l'intérieur d'une région entre les différentes régions. Et forcément, bon, au mois de mars, on était en plein dans les coupes budgétaires qui ont eu lieu en cours dans la région Pays de Loire. Mais là-dessus, c'est vrai que ça fait partie des points importants vraiment sur lesquels je veux insister. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que le dialogue et la négociation sont un des points les plus importants pour les associations, bah forcément, il faut aussi qu'il puisse y avoir des choses qui puissent être mises en place au sein des collectivités pour pouvoir bien accompagner les associations. Je vais juste très rapidement et je voudrais juste appuyer sur une autre slide qui est importante pour nous. C'est la question de à qui est-ce que les associations s'adressent en cas de difficulté. Et là, on se rend compte que chez les associations sur les associations employeuses ou non employeuses, il y a quand même beaucoup d'associations qui vont se tourner vers les collectivités locales, 32% pour les non-employeuses et 21% pour les employeuses. Et là, cette qualité du dialogue, moi, ça fait partie vraiment des points centraux. La qualité du dialogue, elle peut se jouer des collectivités avec les associations qu'elles financent, mais c'est aussi comment est-ce que les collectivités, et là, on se rend compte qu'il y a plusieurs types d'acteurs d'accompagnement, comment est-ce que les collectivités, elles peuvent aussi avoir un rôle pour avoir un dialogue avec les autres acteurs de l'accompagnement. Et là, je pense aux têtes de réseau, mais Guidasso, au DLA, aux syndicats employeurs, etc. Et je pense que là-dessus, ça fait partie des points importants. Donc, comment est-ce qu'on arrive à réinstaurer une situation de dialogue avec les associations? Le deuxième point qui me paraît quand même important vis-à-vis des collectivités, c'est la question du financement. Alors bien évidemment, c'est pas vous qui décidez des financements, mais la question du financement, elle se joue aussi sur la manière dont on donne de la visibilité financière aux associations. Et là-dessus, euh, quand il y a la plupart des associations qui nous alertent sur le fait qu'elles ont moins de 3 mois de trésorerie, la question des décalages budgétaires est une chose, mais la question de pouvoir favoriser les conventions pluriannuelles d'objectifs pour des acteurs associatifs qui sont accompagnés, ça fait quand même partie des sujets les plus importants, en tout cas de favoriser les conventions pluriannuelles et de faire en sorte que les délais de paiement puissent être respectés, puisque depuis 2021, il y a notamment la loi El Haïry qui précise que la subvention doit être réglée 2 mois après avoir été notifiée, notamment. Et là-dessus, ça fait partie des choses où on a énormément d'associations qui nous expliquent que leurs problèmes de trésorerie sont du fait que les paiements, des collectivités, nous on a moins d'exemples parce qu'on travaille au national, mais par exemple dans nos membres aussi beaucoup vis-à-vis de l'État où les conventions pluriannuelles les paiements ne sont pas encore passés fin juin, alors que les projets sont déjà bien engagés. Et là-dessus, je pense que ça fait un peu partie des points importants. Et puis dernier point, mais ça rejoint ce qui a déjà été dit sur la cellule de veille, c'est de réussir à documenter aussi ce qu'il peut y avoir sur les territoires, la plus-value des associations et la crise en cours, en tout cas, de pouvoir avoir des données fiables sur comment les associations sont sur les difficultés actuelles des associations, pardon. Et là-dessus, je vais pas revenir sur les chiffres de Hugues sur l'ESS, mais sur le monde associatif, voilà, on a une part importante de l'ESS, c'est 10% de l'emploi privé également, c'est 1,8 million de salariés. Et on a toujours du mal à avoir une visibilité sur le rôle des associations économiques, notamment au niveau local, parce qu'il n'y a pas forcément de politique publique dédiée à la vie associative au sein au sein des collectivités. Et souvent, les associations sont dispatchées sur l'ensemble des collectivités. Mais c'est important aujourd'hui de rendre visible aussi ce travail de manière un petit peu transverse sur la vie associative pour mieux documenter en tout cas le poids économique de ces acteurs. Et je Merci. m'arrête là et on vous partagera bien évidemment l'ensemble de l'enquête avec toutes les données que vous pourrez retrouver. Merci beaucoup, David, pour ces éléments. Je pense que, effectivement, je vais pas, avant de continuer, peut-être, n'hésitez pas, hein, je le disais, mais vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions de précision, notamment à Anne-Laure, Hugues et David, si vous avez des remarques, et si peut-être, en dehors des collectivités qui vont témoigner juste après, si je me disais je souhaitais rebondir là sur un des points que David pointait mais que Hugues avait aussi pointé sur
l'importance de documenter, d'avoir des éléments. Je me dis peut-être que certaines collectivités ont mis en place ou envisagent de mettre en place vraiment une logique de diagnostic à l'échelle locale, un diagnostic partagé peut-être aussi. Enfin voilà, n'hésitez pas aussi à nous partager vos expériences ou vos réflexions si c'est le cas. Vous pouvez soit lever la main, soit ouvrir directement le micro. On est 37, on est assez peu nombreux, donc n'hésitez pas. Je vous laisse un petit moment et si ça ne vient pas, eh bien, voilà, en tout cas dire que je pense qu'au RTS, on partage largement les points soulignés par Hugues et David et par David là juste à l'instant sur les rôles possibles des collectivités pour repérer, pour travailler avec les structures et acteurs de l'accompagnement et mettre en place un dialogue le plus efficace et transparent possible. S'il n'y a pas de... Oui, alors je sais pas où. Ah, Hugues, oui. Ouais, en fait, je sais pas comment on fait pour lever le doigt sur Zoom. Donc, Pas de dans la problème. Teams, je vois bien, mais alors là, dans Zoom, je vois pas du tout. Juste peut-être pour préciser, il y a un truc qui nous est apparu extrêmement important et vraiment qu'on essaie de renforcer du côté de l'UDES. Quand on a eu toute cette analyse à l'occasion du PLF 25, on s'est dit, mais il y a un travail extrêmement fort à porter avec les associations d'élus. Donc très très vite, moi j'ai échangé avec Anne-Laure justement pour qu'on échange bien et qu'on partage bien nos analyses. On a eu la même démarche avec les grandes associations d'élus. On a échangé comme ça avec l'ARF, l'ADF, l'AMF et la MRF et également avec Intercommunalité de France. Et l'idée maintenant, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite porter à l'avenir. C'est du coup, à l'occasion justement de ces temps-là, c'est de travailler plus ensemble déjà sur nos plaidoyers et puis renforcer peut-être une forme de connaissance, connaissance, une interconnaissance qui n'est pas forcément toujours évidente. Oui, tout à fait. Ce C'est à vraiment le quoi... côté très positif, je trouve, de la séquence, c'est de dire, voilà, faut renforcer les liens entre nos univers. non, tout à fait. On a d'ailleurs accueilli, on vous a accueilli le président de l'UDES et toi-même au dernier séminaire de conseil d'administration du RTS. Et c'est vrai que ces liens sont très importants. Et il est convenu que du coup, pareil, vous veniez aussi sur un conseil d'administration. Je crois pas qu'on ait calé encore la date, faut qu'on le fasse d'ailleurs. Mais voilà, c'est prévu aussi. Merci, parce qu'effectivement, ces échanges et ces interconnaissances sont essentielles. Je vous propose du coup de commencer à avoir des illustrations de ce que des collectivités mettent en place par rapport à cet enjeu de structure de l'ESS en difficulté ou même pour anticiper les difficultés de ces structures. Laurence Parc de Nantes Métropole, je te propose de démarrer et de nous présenter voilà, ce que vous avez mis en place sur la métropole. D'accord. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Laurence Parc. Je suis. Alors, attendez, je regarde. Oui, voilà, la caméra est là et mon écran est là. Donc, je vous ai bien dans le champ de. Chargée de mission économie sociale et solidaire sur Nantes Métropole. Alors, on a eu. Je vais rebondir aussi sur ce que vous avez dit précédemment, puisqu'on a. Alors, je vais dire un peu malheureusement, on a déjà eu une expérience avec le Covid où, voilà, enfin, le Covid, le confinement, et puis donc, du coup, brutalement, tout le monde se retrouve isolé. Et avec les partenaires déjà de premier plan, c'est-à-dire chez nous, donc France Active, les Écosolis, donc ça c'est vraiment le cercle resserré, notre métropole, et puis ensuite un peu plus largement avec le crédit municipal, et puis des acteurs avec qui on travaille, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. Et il y avait déjà Juste, eu des actions. Laurence, préciser que les Écosolis, c'est vraiment un réseau Pardon, local les de... Écosolis, c'est vraiment le. Oui, oui, voilà, je parle d'eux comme si tout le monde les connaissait. Donc, c'est la tête de réseau des acteurs de l'économie sociale et solidaire sur le territoire. Et c'est vraiment le partenaire de premier plan de la métropole.
C'est un partenariat qui s'est noué de longue date, hein. Les Écosoliers ont fêté leurs 20 ans l'année dernière, et donc depuis 20 ans, il y a ce partenariat qui existe entre la métropole et les Écosoliers, et c'est un partenariat hyper structurant et assez, je pense, assez unique aussi au niveau national qui existe sur le territoire. Donc voilà, donc une première expérience avec le Covid, et en fait là effectivement avec voilà, les annonces de la région sur les coupes budgétaires qui ont été assez brutales quand même en fin d'année dernière, et qui ont vraiment voilà, provoqué un climat très anxiogène au niveau des structures de l'ESS. Ensuite, voilà, les annonces aussi budgétaires au niveau national. Voilà, les budgets des collectivités et notre métropole, voilà, n'échappent pas à ce contexte-là, avec aussi des budgets qui sont de plus en plus serrés, hein. Nous, dans les budgets qu'on fait sur la métropole et qu'on a fait l'année dernière, et là on est justement en train de préparer le budget 2026. Moi je suis à la métropole depuis 2019, je n'ai jamais connu ce contexte-là où on a 2, 3, 4 passes budgétaires pour à chaque fois voilà, raboter un peu Donc on a réussi à sanctuariser le budget ESS et le budget d'insertion, parce que là on s'est dit c'est impossible de toucher à ces budgets-là. Mais voilà, là, il y a des arbitrages qui vont commencer là maintenant et qui vont continuer tout au long de l'été et puis forcément sur le dernier semestre. Donc on ne sait pas au final ce qu'il en sera, mais on est aussi forcément assez voilà, inquiet quand même un petit peu de l'avenir voilà, de soutien qu'on peut avoir. Donc aujourd'hui, encore une fois, voilà, il n'est pas question de le réduire. On ne peut pas non plus intervenir à la place de la région, hein. On a effectivement, quand vous disiez qu'il y avait beaucoup de collectifs, d'associations qui se retournaient vers les collectivités, on a forcément été hyper sollicités, mais on ne peut pas intervenir en lieu et place de la région. Donc ça crée forcément des difficultés. Donc, face à ce contexte-là, en fait, forcément qu'on a senti dès la fin de l'année dernière, nous, avec le désengagement de la région, on a décidé, donc ça c'est plutôt l'initiative de la métropole, de se dire, moi en discutant avec chacun des acteurs, avec France Active, avec justement les Écosolies sur le territoire, aussi avec le Crédit Municipal, avec la Banque des Territoires, avec des banques comme la Caisse d'Épargne qui est chez nous très investie sur le SS, on voyait bien que chacun dans son coin se disait, bon voilà, là il y a un contexte, il faut qu'on fasse quelque chose, et il faut que chacun, alors sans forcément, il n'y avait pas non plus des financements forcément à aller chercher, mais comment adapter ces outils ou les orienter différemment. Et donc en fait, après, c'est l'idée, j'ai pas l'impression qu'on ait révolutionné renversé la table en faisant ça, mais on s'est dit, plutôt que chacun réfléchisse dans son coin, et à l'initiative de la métropole, qui a aussi un rôle de catalyseur et puis un petit peu d'animateur sur le territoire, c'était de se dire, on met tous ces acteurs-là autour de la table pour que chacun partage déjà aussi d'où il est, sa vision du contexte économique. Et on a bien vu qu'entre le Crédit Municipal et la Banque des Territoires, on n'avait pas forcément l'impression de parler des mêmes choses. C'était assez, mais en même temps très révélateur aussi de chacun d'où il est, de son accompagnement auprès de son feuille d'acteur, entre guillemets. Et puis, donc, on a eu ce premier temps d'échange en grand format, où on avait, alors j'ai pris ma liste pour être sûr de ne pas en oublier, on avait le Crédit Municipal, la CRES forcément, France Active, la Caisse d'Épargne, les Écosolies, la Banque des Territoires, la Fédération des entreprises d'insertion, l'URSCOP, et puis en interne, au niveau de la métropole, les collègues qui s'occupent aussi de la vie associative. Donc, on a organisé un premier temps d'échange pour faire déjà un premier tour d'horizon de ce que chacun faisait,
Ça a permis aussi à chacun des autres acteurs qui étaient là de prendre connaissance de ce qui était fait. Alors pour certains de se connaître, parce que voilà, on parle d'interconnaissance, mais en fait, moi je me suis rendu compte qu'il y avait des acteurs qui ne se parlaient jamais, parce qu'il y avait, en fait, il n'y a pas d'instance où chacun se regroupe. Il y avait la DREX aussi qui était là. Donc en fait, ça a été ce premier temps, c'était de se dire voilà, on partage chacun son état des lieux, ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on va faire, et comment est-ce qu'on fait évoluer nos dispositifs pour être justement au plus près des besoins des acteurs, avec une réactivité qui a été quand même assez forte et des acteurs qui forcément sont hyper engagés. Donc France Active a développé des DLAs qui sont spécifiques sur l'accompagnement, sur le modèle économique. Et en fait, on a aussi réussi à faire ça parce que, voilà, encore une fois, on s'est aussi appuyé sur l'expérience qu'on avait au niveau du Covid, où en fait, très rapidement, avec les Écosoli, avec France Active, on a mis en place des DLA spécifiques sur comment piloter enfin, mettre en place des outils de pilotage financiers. En fait, on s'est rendu compte que l'association avait très peu d'outils. Et quand on leur demandait au niveau justement de leur trésorerie comment ça allait, les réponses c'était « pour l'instant, ça va ». Et on se disait, bah ouais, ok, pour l'instant, ça va jusqu'au jour où ça n'ira plus. Et en fait, on voyait bien qu'elle n'était pas outillée. Donc là, c'était ce travail qui a été réactivé avec France Active, Pays de la Loire, qui a vraiment mis des outils spécifiques en place. Avec le crédit municipal, en fait, il y a une convention qui a été passée pour se dire, pour les avances de subvention, il y avait un accord entre le crédit municipal et la ville de Nantes pour avoir un prêt à taux zéro pour les avances de subvention. En fait, là, ça va passer aux instances à la fin du mois, là, ou début juillet, enfin, ces jours-ci. C'est de se dire, en fait, maintenant, ce ne sont plus uniquement les associations de la ville de Nantes, mais c'est toutes les associations de la métropole qui vont avoir des conditions particulières pour des avances de subvention. Et en fait, c'était 10 000 euros le seuil. Maintenant, le plafond, pardon, on l'a augmenté à 20 000 euros. Les Écosoli ont organisé tout un temps aussi d'informations sur c'est quoi les procédures à mettre en place. Donc, c'était un dialogue avec le barreau de Nantes pour aussi montrer toutes les démarches qui sont possibles en prévention, mobiliser le CIP, le Centre d'information et de prévention, enfin voilà, d'arriver à remettre aussi en lisibilité ces actions-là. Et puis nous, en interne, on a aussi, vous parliez sur le document qui avait été mis en place sur tout le panorama des aides aux entreprises. On a une personne qui suit ça spécifiquement chez nous. Et en fait, on le met du coup aussi, on peut le mettre aussi à disposition des entreprises. Et puis, alors, c'est des outils qui existent. Nous, en fait, voilà, on s'est dit, chacun fait quelque chose. Donc, alors, nous, on maintient aussi notre niveau de subvention. On a toujours nos dispositifs d'accompagnement. Donc, on a cette cellule de veille grand format. Et en fait, on a aussi investi toutes les différentes instances qui existaient déjà au sein de la métropole avec les partenaires. On a par exemple le collectif qui instruit les demandes de subventions qu'on a sur notre dispositif d'amorçage qui est constitué, donc ce collectif c'est ESS Nantes Factory. C'est ce dispositif-là et le collectif c'est Nantes Métropole, les Écosoli, France Active, le Crédit Municipal, l'ADEME et la Caisse d'Épargne. Donc, c'est une revue de projet qui a lieu tous les mois. Et on s'est dit, en fait, tous les mois, du coup, même s'il n'y a pas de dossier à présenter, on convertit, en fait, cette revue de projet amorçage de Centre Factory aussi en espace de cellule de veille pour avoir justement, garder aussi, nous, en tant que collectivité, être au plus près aussi des préoccupations des entreprises, parce que quand elles nous arrivent vraiment en bout de course, on est quand même assez démunis. Donc, c'est anticiper, articuler et renforcer le dialogue avec les têtes de réseau qui, eux, sont en dialogue avec les structures. Et ça nous permet quand même d'avoir une prise directe avec la température sur le terrain. Donc, on a investi, il y a comme ça différents groupes de travail qui existent. Donc, ESS Nantes Factory sur le volet amorçage. On a un groupe consolidation, puisque au niveau des Écosoli, il y a l'incubateur et l'accélérateur. Donc,
aussi des instances qui existent de suivi des entreprises qui passent dans l'accélérateur, donc des entreprises qui sont un peu plus matures, mais qui rencontrent pour autant des difficultés. Donc, en fait, on a transformé tous les instances qui existaient avec les différents partenaires pour se dire, on les transforme aussi en espace de veille. Et d'une, pour ne pas recréer des instances sur des instances, pour ne pas surmobiliser les acteurs, mais pour, voilà, en fait, dans le calendrier, en conjuguant ces différents espaces-là, on arrive à se voir assez régulièrement pour avoir ce partage d'informations et faire remonter les éléments. Et aussi, quand vous parlez voilà, des conventions pluriannuelles, des délais de paiement, on a, voilà, sur les partenaires structurants, alors évidemment sur les éco-solidaires, on a une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens. Ce qu'on fait avec eux, par exemple, c'est qu'en fait, on accorde une avance sur la subvention annuelle qu'on a. Donc, on passe une avance en général en fin d'année pour justement sécuriser le paiement sur l'année de la subvention sur l'année suivante pour ne pas qu'il y ait de rupture et de difficultés de trésorerie. Et normalement, c'est une avance qu'on vote au dernier conseil métropolitain. Et là, justement, j'étais en train on réfléchit à la faire au conseil alors je ne sais plus, je regarde mon calendrier, c'est de septembre ou octobre, pour justement sécuriser encore plus cette transition. Et puis le soutien aux associations, en fait, on a quand même pas mal de soutien aux associations, et en fait, on passe les conventions au premier bureau métropolitain pour justement assurer un versement le plus tôt possible aussi dans l'année et sécuriser. Donc voilà, voilà, encore une fois, on n'a pas révolutionné les choses, mais en fait, on s'est, alors d'une part, appuyé sur l'expérience qu'on avait précédemment. On a la chance sur le territoire d'avoir aussi pas mal d'instances où on se connaît, forcément de dialogue, donc là, on se connaît bien, c'est hyper réactif et voilà, on passe de 3 coups de fil et ça se met en place, mais voilà, ce côté vraiment cellule de veille il est hyper important. Et juste, je voulais aussi, dernière chose, dans le titre là, de la séquence de ce matin, on a comment identifier, accompagner. Et en fait, pour nous, la difficulté, c'est justement d'identifier les structures, parce qu'il y en a forcément qui passent sous les radars, celles qui ne sont pas dans les réseaux, celles qui... et alors, voilà. Et comment celle-là, en fait, comment on fait en sorte que l'information arrive jusqu'à ces structures-là et leur dire que, enfin, collectivement, et ça, c'est, voilà, on est là. Alors, quand on dit on est là, les partenaires sont là, la collectivité est là. Et voilà, et comment est-ce qu'on arrive à aller chercher ces structures-là avant qu'il ne soit trop tard, quoi. Alors qu'il y a des dispositifs, il y a des partenaires qui sont là sur le territoire, et parfois on voit bien que, puis la première difficulté, voilà, on dit que voilà, on fait le dos rond en disant que ça va passer, et quand ça passe pas, c'est compliqué. Et juste, on a aussi le retour de certains partenaires qui nous disent là, on est dans le dur, mais en gros, deuxième semestre et début 2026, ça va être encore plus dur. Oui. Mais voilà, on est là. Il y a effectivement cette crainte que ce soit pas une année, une seule année particulière, et que ça s'étale un peu dans le temps. Merci Laurence beaucoup pour ce partage. Alors tu dis vous n'avez pas retourné à la table, mais je pense que c'est pas rien. Ça s'appuie aussi, tu l'as dit, hein, sur un écosystème de partenariat qui a permis aussi de faciliter les choses, sur l'expérience malheureuse du Covid, où il y avait déjà eu des dynamiques aussi qui allaient en ce sens. Mais bon, c'est important. Et puis je le sais, alors je n'ai pas vérifié si elle était là aujourd'hui, mais
Tu avais déjà eu l'occasion de présenter cette cellule de veille dans un club régional des Pays de la Loire et Nicole Giraud, qui est chargée de mission ESS, en charge de l'ESS et de l'alimentation durable à Redon Agglomération, m'a dit que voilà, ton témoignage l'avait inspiré et qu'ils avaient mis en place une dynamique similaire sur leur territoire. Donc voilà, c'est quand même Ah bah, tant toujours mieux. intéressant d'avoir des retours d'expérience très concrets. Je pense que, et j'espère que ça donne aussi des idées aux uns et aux autres. J'ai toujours l'ambition de garder un temps d'échange, mais malgré tout, le temps passe. Donc, je propose de donner, voilà, de faire un focus sur une autre, un autre dispositif. David Ratineau, je te redonne le micro pour présenter le dispositif Prévasso développé notamment, en tout cas développé en région Occitanie. La région Occitanie, on leur avait proposé de témoigner également, mais le service en charge du dispositif n'était pas disponible. Donc voilà, David, qui a quelques retours, va nous le présenter. Oui, voilà. Alors après, j'espère que je pourrai répondre à vos éventuelles questions et être assez précis, puisque en l'occurrence, c'est le mouvement associatif en Occitanie qui anime ce dispositif avec France Active là-bas. Donc, j'ai un regard un peu lointain, mais c'est un dispositif en tout cas qui me paraissait intéressant de partager vu le contexte actuel. Prévasso, en fait, c'est un dispositif et en tout cas qui est né aussi avec l'initiative de la région Occitanie et France Active donc et le mouvement associatif là-bas. Donc c'est la région Occitanie qui finance ce dispositif. Et en fait, l'objectif de ce dispositif, c'était véritablement de pouvoir accompagner des associations qui ont des grandes difficultés de trésorerie. Alors en fait, c'est vrai qu'il y a, enfin, sans rentrer trop dans le détail des questions d'accompagnement, on a plusieurs acteurs d'accompagnement. Je pense sur les questions associatives, il y a Guidasso, il y a le DLA qui fait aussi pas mal de choses, mais c'est vrai que c'est pas forcément des accompagnements qui à la base ont été pensés pour ces questions de grandes difficultés économiques et du coup qui sont pas forcément câblés sur ces sujets-là, même s'il peut y avoir quand même des choses intéressantes qui se passent à ce niveau-là. Et du coup, Prévasso, l'objectif, c'était véritablement de répondre à cette problématique et qui partait quand même du constat que par rapport à ces problématiques, enfin, déjà, quand il y a des sujets, enfin voilà, financiers lourds et possiblement des plans de sauvegarde qui sont ensuite initiés, ben, il peut y avoir des risques, enfin qui sont, enfin voilà, l'ensemble des risques que ça peut ensuite provoquer. Je pense à des risques psychosociaux, des risques d'organisation, des personnes aussi avec des spécificités dans le monde associatif, d'avoir des gouvernances bénévoles qui sont pas forcément toujours bien formés à gérer ces difficultés-là. Donc voilà, il y a véritablement des spécificités du monde associatif là-dessus. Ce qui a été un des points centraux. Et puis après, sur les procédures collectives, à partir du moment où elles sont enclenchées, ce qu'on se rendait compte aussi, c'est que ça relève normalement du tribunal judiciaire. Alors depuis l'expérimentation qu'il y a eu des tribunaux des activités économiques, et donc maintenant ça relève là où il y a une expérimentation qui est lancée du tribunal des activités économiques. Mais justement, ces spécificités du monde associatif étaient assez méconnu. Et donc, à ce titre-là, c'était quelque chose qui paraissait intéressant, en tout cas, de mieux accompagner les associations qui avaient des difficultés. Sur l'accompagnement, alors les structures qui sont éligibles, donc, il y a un accueil inconditionnel pour toutes les associations qui sont en rupture de trésorerie à moins de 9 mois avec l'objectif donc de sauvegarder à la fois bien le projet associatif et en même temps de pouvoir sauvegarder un maximum d'emplois. En fait, sur l'accompagnement, ça se décompose un petit peu en deux phases. D'abord, les structures sont accompagnées pour réussir à qualifier l'urgence de savoir donc si la situation en tant que telle est urgente et ensuite si l'urgence est avérée donc de pouvoir accompagner les structures et les informer, les orienter sur des procédures adaptées, de recréer du lien avec les différentes personnes qui peuvent être ressources, etc. Les accompagnements ont lieu en fait sur 10 jours et sont répartis entre 3 et 6 mois.
Donc c'est des accompagnements qui sont un petit peu plus lourds, par exemple, dans ce qu'on peut retrouver dans le DLA. On tourne plutôt autour de 4-5 jours d'accompagnement. Et puis en plus, sur le DLA, à la base, vraiment, encore une fois, il n'a pas forcément, enfin, il n'a pas forcément été il a plus été pensé sur les aspects développement que pour répondre à des urgences comme ça. Donc, c'est aussi lié au profil des personnes qui travaillent sur ce dispositif qui sont qui sont voilà, plus qualifiées en tout cas pour répondre à cette urgence. J'ai juste quelques données très rapides. Alors, j'ai les données qui sont. Je pourrais retrouver des données un petit peu plus récentes, mais j'ai les données. Le dispositif, il a 4 ans et j'ai les données de 2022, juste pour vous donner un ordre d'idée en termes de ce que ça représente en termes d'accompagnement et de volume. En 2022, par exemple, sur la région Occitanie, il y avait eu 85 associations qui ont été accueillies. Il y a eu sur ces associations accueillies 71 qui ont été accompagnés. Il y avait plus d'un tiers de des associations accueillies qui avaient un risque de cessation immédiate. Donc vraiment voilà, sur une urgence extrêmement forte. Et au final, sur les 632 associations il y avait 632 emplois qui étaient menacés et sur ces 632, il y a eu 586 emplois qui ont pu être consolidés suite aux différents accompagnements qui ont pu être réalisés. Donc les chiffres sont, enfin en tout cas, c'est des chiffres que nous, à chaque fois, on insiste dessus parce qu'on voit quand même un accompagnement adapté, on peut quand même avoir des données qui sont un peu plus intéressantes. Après, voilà, peut-être la limite, c'est de redire que là, c'est des données qui datent de 2022 et que là, la situation est un petit peu différente. Voilà. Et juste, moi, je vous invite à regarder aussi dans vos régions, mais sur le BODAC, le bulletin des offres d'activités commerciales, vous pouvez aussi regarder le nombre de structures où il y a des liquidations, des procédures collectives, des plans de sauvegarde qui sont en cours. Nous, c'est quelque chose qu'on fait aussi pour pouvoir documenter la crise actuelle. Et là-dessus, nous, on alerte un petit peu parce que entre 2022 et 2024, déjà, le nombre de liquidations, ça avait été plus 50% en 2 ans. Et là, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que si on compare les chiffres de 2024 et 2025, les procédures collectives, on est à plus 25% sur le début de l'année, sur les 6 premiers mois, et le nombre de liquidations, on est à plus 32%. Euh, je rebondis sur ce qu'a dit la collègue de Nantes tout à l'heure, mais on sait que le plus dur est encore à venir par rapport au fait que les conséquences des coupes budgétaires vont arriver là, qu'on sait que les budgets de 2026 vont pas aller a priori en s'améliorant. Donc voilà, c'est là-dessus aussi où, en tout cas, moi je vous invite à faire un petit peu je pourrais vous montrer la procédure sur comment est-ce qu'on fait ça, mais en tout cas d'avoir un regard sur votre territoire, sur comment est-ce que ça se passe et quelles sont les évolutions, ça peut vous donner aussi des billes de compréhension là-dessus, quoi. Je suis désolée, j'ai été déconnectée. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, Bon, Dominique. c'est du bricolage avec un téléphone portable pour tout vous dire, mais normalement Céline Carré de la région et du service ESS est également connectée. Est-ce que Céline, tu as été aussi éjectée et déconnectée ou tu peux prendre la main sur mon PowerPoint? Alors, je regarde si Céline est toujours là. Sinon, je vais vous expliquer et ensuite vous recevrez le PowerPoint. Et je Oui, ne sais c'est pas si c'était ça. à mon tour de parler. Je ne veux pas mettre le Oui. bazar. Eh ben, écoutez, j'allais justement vous passer la parole, mais ça tombait à pic. Enfin, en tout cas, merci beaucoup, David, à la fois pour voilà, ce partage, cette présentation du dispositif Prévasso développé en Occitanie par la région, le mouvement associatif et France Active, et puis voilà, pour aussi ce partage concernant l'outil, enfin le bulletin d'offres d'activité commerciale. Je ne sais pas si les uns les autres, c'est quelque chose que vous aviez voilà, l'habitude de consulter, mais effectivement, je pense que ça peut être intéressant pour avoir une idée voilà, de diagnostic sur le territoire. Eh bien,
J'enchaîne du coup, Dominique Didajuel, merci beaucoup d'être avec nous, donc de la région Normandie. Occasion donc d'avoir un autre retour d'expérience d'une action, enfin d'un dispositif, en l'occurrence le dispositif ARM développé par la région Normandie, un dispositif qui précède la crise actuelle. Mais enfin, voilà, je vous laisse nous le présenter et on pourra renvoyer effectivement votre diaporama à tous les Bien sûr. participants dans un second temps. Tout à fait. Alors j'ai retenu quelques mots des échanges précédents qui m'ont beaucoup intéressé sur le renforcement des liens, la transversalité, l'anticipation, et la prévention et l'accompagnement conseil. Je mets tout un bloc. Alors à la région Normandie, le choix a été fait d'avoir un service spécialisé sur la fragilité et la difficulté, quelle qu'elle soit, et donc aux côtés aussi des associations et des entreprises, bien entendu, du domaine de l'ESS, et ce depuis 2016. Et nous travaillons en lien évidemment avec le service économie sociale et solidaire de notre direction de l'économie. Mon collègue et mon voisin de bureau et l'on échange en transversal. Et puis, nous avons mis en place sur la région un réseau des acteurs de l'accompagnement et de la prévention autour de la difficulté. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'autour de table, on a mis en place des outils de communication et des réunions d'échange et de veille régulière entre tous les acteurs spécialisés de la difficulté et qui peuvent répondre aussi, y compris évidemment au domaine de l'économie sociale et solidaire. Donc, on va retrouver dans ce réseau spécialisé les tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, des associations de soutien aux dirigeants d'entreprise qui vont venir soit apporter un soutien psychologique aux chefs d'entreprise ou aux dirigeants qui en ont besoin, pris en charge par l'association, avec un réseau de sentinelles sur la Normandie qui sont formés. L'équipe ARM fait partie de ces sentinelles et donc peut faire le lien aussi. Et puis, on finance deux autres associations que sont 60 000 rebonds et Second Souffle, qui viennent pour Second Souffle accompagner, coacher des dirigeants dans des phases compliquées en complément et en parallèle de notre appui région. Et puis, 60 000 rebonds aident des dirigeantes et dirigeantes qui connaissent la liquidation judiciaire pour les aider à rebondir et à repartir sur un nouveau projet professionnel. Ça, c'est l'aspect, on va dire, humain très important et dans la prévention, que ce soit du domaine économie sociale et solidaire ou toute entreprise, si les dirigeants, si la gouvernance va bien, ça va. Si la gouvernance commence à tanguer, les ennuis arrivent et voilà. Et c'est un cercle vicieux qui peut se mettre en place. Nous avons aussi une approche transversale dans le sens de dire les entreprises et les associations fragiles et en difficulté ont les mêmes appuis de la région que n'importe quelle entreprise qui se développe, qui innove ou qui exporte. Donc, on est vraiment intégré dans le continuum de soutien en tant que tel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dispositif ARM, au-delà d'un accompagnement conseil que font les chargés de projet du service, nous sommes 10 qui ne font que de l'accompagnement à la fragilité toute la journée, avec un système de veille, et c'est important, et je rebondis sur ce qui a été dit sur le BODAC tout à l'heure. Nous avons mis en place une CRM, une base de données de suivi des entreprises et des associations dans lesquelles on vient insuffler et surveiller au bon sens du terme les cotations, les évolutions financières des entreprises et des associations. Et on est relié au BODAC, on est relié aussi à un certain nombre de bases de données de ce qu'on appelle le scoring de situation financière des entreprises et de certaines associations. Et on couple ça avec nos éléments de terrain, donc de contact entreprise que l'on partage au travers de cet outil. Donc ça nous aide au quotidien. On émet un baromètre d'activité mensuelle où on va venir surveiller combien d'ingénierie conseil nous avons fait, combien d'accompagnement nous avons fait.
et combien d'entreprises ou d'associations sont dans la zone rouge à partir de ces signaux faibles. Donc, par rapport au groupe de travail national que vous avez évoqué en début de séance, pour la Normandie, on essaiera, en tout cas si on nous le valide, de participer à ce groupe de travail. On a beaucoup à dire sur les signaux faibles et à partager les signaux faibles sur lesquels on travaille depuis longtemps. Donc, un accompagnement conseil au plus tôt. J'entendais parler tout à l'heure de l'échelon. Alors, j'ai pas fini sur sur mes acteurs. On travaille main dans la main avec l'URSSAF, la Banque de France. Nous sommes nous-mêmes adhérents Banque de France et nous avons accès au fichier FIBEN de la Banque de France. Et nous travaillons aussi avec les services de l'État, puisque nous avons sur l'économie au sens large, dont l'économie sociale et solidaire, des échanges réguliers avec les services de l'État, la DGFiP, les personnes qui sont en charge de l'étalement des dettes fiscales et sociales. Et on va échanger au cas par cas sur un effort conjoint, en fait, pour aider la structure quelle qu'elle soit, la CCSF, qui s'appelle la Commission des chefs des services finances, qui a ce droit d'étaler ses dettes fiscales et sociales, va échanger avec nous. Éventuellement, on va nous demander conjointement à ce qu'il y ait une ingénierie de conseil que la région va prendre en charge à 100% pour consolider le plan de sortie en fait de difficultés de l'association ou de l'entreprise d'insertion, puisque je fais le focus là sur l'économie sociale et solidaire. Nous avons aussi 5 cabinets conseils qui travaillent pour nous, avec un lot spécifique dédié à l'économie sociale et solidaire. Ce sont des partenaires et des prestataires pris en charge à 100% par la région et qui vont être demandés pour des analyses, des audits si nécessaire, pour des accompagnements RH, pour du coaching, pour la mise en place d'outils de tableau de pilotage. J'entendais parler de ça tout à l'heure avec la collègue de Nantes. Je confirme, effectivement, la problématique est souvent autour des outils de pilotage et la difficulté pour avoir un modèle économique tout en répondant à l'objectif même de l'association ou de l'entreprise, par exemple, d'insertion. On sait bien que c'est compliqué et qu'il y a une multitude de gestions de projets différents. Et qui dit gestion de projets différents dit financements divers à gérer avec des avances, parfois, souvent, même sur les projets. Donc, il faut avoir cette capacité de trésorerie. Donc, tout ça nécessite des outils de pilotage. Donc, souvent aussi, notre première action, c'est de faire le point sur ces outils de pilotage et les mettre en place. Au niveau, pour vous donner une petite idée de la capacité depuis 2016, le dispositif en lui-même, globalement pour les entreprises, on a été en contact et aidé un peu plus de 6600 entreprises sur la Normandie. Sur ces 6600 entreprises, presque 2000 d'entre elles ont eu de l'aide au conseil et du financement direct en trésorerie ou en investissement. Alors, le delta entre les deux, on les a pas laissés tomber. Ça veut dire que pour certaines situations, il n'y a pas forcément besoin de financement. Il faut refaire le point. Il faut parfois aussi, et j'ai entendu parler d'activités tout à l'heure et de choix parfois d'abandon d'activités. Eh bien, parfois, oui, en fait, pour éviter de passer dans une difficulté trop importante, il faut abandonner une activité, tout en faisant attention, toujours sur ces métiers très particuliers, d'avoir, par exemple, on ne peut pas laisser tomber des personnes en insertion du jour au lendemain. Il faut voir comment on peut passer sur d'autres activités. Tout ça est bien délicat, évidemment. Et ma collègue de l'ESF m'a rejoint parce qu'elle aussi a été, Céline Carré, elle a été sortie de la réunion. Sur l'ESS, depuis 2016, en région Normandie, les aides directes en financement se portent à un peu plus de 1 700 000 euros, sous forme de subventions, sous forme de prêts, selon les situations, puisqu'on s'adapte vraiment au cas par cas. On a plusieurs régimes réglementaires avec lesquels nous travaillons pour se couler au mieux dans le méandre des aides européennes et des aides d'État. Et puis, en ingénierie conseil, l'accompagnement pris en charge à 100% dont je vous ai parlé,
c'est un peu moins de 380 000 euros. Voilà. En matière de prévention, avant d'arriver à des procédures préventives en lien avec les tribunaux de commerce et les administrateurs judiciaires, il existe des procédures amiables, on les appelle amiables, où on peut en fait négocier avec ses partenaires un échelonnement des dettes, un gel, parfois un nouveau financement. On travaille en amont et on aimerait mieux travailler encore plus en amont, en médiation avec la Banque de France parfois, en médiation directe, nous, chargés de projet armes, avec les banques. Donc, ça veut dire qu'on provoque des tours de table pour aller les rechercher, parce que lorsque la région et le dispositif armes vient financer en période de fragilité, on va rechercher les partenaires bancaires. Alors, parfois, c'est France Active aussi qu'on a en face de nous. Et c'est du 50-50. Donc, on peut aider en fonction de la taille des associations, des entreprises, ça va de 50 000 euros, ou moins évidemment si le besoin est moindre, jusqu'à 300 000 euros en fonction de la situation. Mais on demande toujours, on s'assure que l'ensemble du plan d'action est financé et on va rechercher systématiquement les partenaires. Lorsque on doit passer par une procédure, c'est pas un problème pour nous non plus. En fait, on fait partie des tours de table, on travaille avec les administrateurs judiciaires et on prend en charge une partie des frais de ces procédures. Ça, c'est important aussi, parce que souvent, c'est un frein pour les associations ou les entreprises, là, a fortiori de l'ESS. Lorsqu'on se met sous la protection de ces procédures, il y a des coûts du travail de l'administrateur judiciaire, hein, dont le métier, c'est d'aller négocier, mais aussi à des pouvoirs de gel, de prise en charge des salaires. Il y a beaucoup d'éléments de protection qui se mettent en place, mais c'est un coût. Et puis, il y a des coûts souvent d'avocats spécialisés, des coûts d'experts comptables, parce qu'on doit ressortir des prévisionnels de trésorerie à ces moments-là. Et donc, nous, on va venir aider à 70% ces frais de procédure sous forme de subvention. Voilà, que ça ne vienne pas être une peine de plus quand on est en fragilité pour mettre en place ces procédures. Et lorsque les sociétés, les structures, les associations sont obligées de passer par un plan de redressement ou un plan de sauvegarde, idem, nous pouvons être là pour aider à sortir le plan de sauvegarde, le plan de redressement, évidemment sous réserve que le tribunal ensuite le valide. Hein. Notre versement se fait au moment de la validation du plan et on va venir, pour certaines d'entre elles, toujours au cas par cas, les suivre dans le temps pour voir si le plan d'action se tient bien. J'ai entendu parler de PSE tout à l'heure aussi. En fait, dans le cadre des PSE, il y a un accompagnement des salariés obligataire, hein, ça c'est intégré dans la procédure en elle-même, mais on vient parfois effectivement compléter l'accompagnement qui peut être fait. Mais quand on est dans le PSE, on est déjà bien loin. Nous, vraiment, le gros de notre sujet, pour vous dire j'entendais aussi parler des toutes petites associations, des toutes petites entreprises. 33% de nos soutiens, ce sont des TPE et des petites associations. Et le gros du sujet, ensuite, c'est de la petite entreprise à hauteur de 52%. Et ensuite, on passe aux moyennes entreprises et avec des quelques exceptions sur des ETI. Et parfois, ça peut être des coopératives aussi en termes d'établissements intermédiaires. Voilà. Donc, on a essayé de faire quelque chose d'intégré. On n'est pas parfait. On essaie de travailler au quotidien. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir cette notion de transversalité et que l'économie sociale et solidaire, il faut tenir compte du métier particulier et de l'apport aussi à la société particulière. Donc ça, c'est aussi, on apprend aussi avec nos collègues du service économie sociale et solidaire qui est à nos côtés. Mais l'idée, c'est vraiment d'offrir le même service, le même appui au long cours pour ces structures. Donc là, aujourd'hui, on en est au global à presque 55 entreprises vraiment dédiées économie sociale et solidaire que l'on a en accompagnement. Ça fait beaucoup plus d'accompagnement parce que ça en fait un peu plus de 150 puisque selon les cas de figure,
une structure va pouvoir avoir et de l'ingénierie conseil et un peu de financement, ou que du financement mais un coaching derrière. Donc c'est vraiment en fonction de chaque situation. Et j'ai sans doute été un peu bavarde. Et vous aurez tout le détail, puisque je ne vais pas vous asséner de chiffres. Vous aurez tout le détail dans le PowerPoint des soutiens possibles. Et en matière de transversalité, juste dernière chose, ce réseau dont je vous ai parlé, chaque année, nous mettons en place depuis 4 ans maintenant la journée régionale de la prévention à la difficulté, à la fragilité, où on fait le pont aussi avec nos collègues de l'ESS qui sont présents. Et en sens inverse, il y a une conférence ESS annuelle qui est organisée par nos collègues du service ESS, où le dispositif ARM est toujours présent aussi pour bien faire le lien entre les domaines. Merci Voilà. beaucoup pour cette présentation. Vous parlez de la transversalité entre services de la région. C'est aussi un dispositif qui est repéré par les collectivités infra, comme on dit, de la région, puisque certaines personnes inscrites m'avaient indiqué que voilà, quand aussi ils repèrent des difficultés sur leur territoire, ils peuvent réorienter vers le dispositif ARM. Donc, j'imagine que vous avez aussi des dialogues avec les collectivités territoriales de la région sur ces questions. Tout à fait. Merci beaucoup. Le temps file. Il est déjà 12h25. Je souhaitais redonner la parole à Hugues Polastro. Alors peut-être on pourrait présenter rapidement, s'il te plaît, Hugues, je sais pas, est-ce qu'on peut parler d'expérimentation, en tout cas, que vous avez pu mettre Ouais, très bien. en place à la fois avec l'Eurométropole de Strasbourg et peut-être plus largement avec l'URSSAF. Enfin, je te laisse Ouais, très bien, ça marche. quelques mots. Je vais être extrêmement rapide. On a expérimenté dans les Hauts-de-France en 2024 un dispositif qui s'appelle SOS Employeur OSS. C'est un dispositif qui est un peu analogue à celui que vous a présenté tout à l'heure David en Occitanie. Si ce n'est que là, la force de SOS Employeur, donc on intervient vraiment au niveau du préventif, niveau 0, niveau 1, c'est de l'échange entre pairs. Ça veut dire que le responsable, le dirigeant d'une structure, est en contact avec cette cellule et a en face de lui un autre dirigeant. Et en fait, ça libère la parole, c'est beaucoup plus facile et c'est assez intéressant. Quand je vous dis que c'est vraiment du niveau 1, c'est qu'en fait, on a deux, trois échanges téléphoniques et ensuite on renvoie vers les bons dispositifs, que ce soit la VIS, France Active, etc. Euh, c- le dispositif a bien fonctionné. Alors on a trois dirigeants qui s'occupent de ces structures de façon bénévole. On a accompagné 30 structures sur la région des Hauts-de-France en 2024. Ce qui est intéressant avec ce dispositif, au-delà de l'échange entre pairs et de cette réorientation, et là j'ai perdu mon idée, mais c'est pas grave, ça va revenir. Voilà, donc tout ça pour dire que SOS Employeur fonctionne bien, on l'a expérimenté et maintenant on va passer dans une phase de généralisation. C'est sans doute ça qui va être assez intéressant parce que vous allez voir fleurir un petit peu sur l'ensemble du territoire ce dispositif. Je peux déjà vous faire, allez, je vais vous faire un petit scoop. Les prochaines régions concernées par SOS Employeur, roulement de tambour, vous avez Pays de la Loire. Donc en Pays de la Loire, nous allons déployer SOS Employeur. En Bretagne, voilà. Ensuite, on va également déployer en Aura et en PACA. Notre objectif, c'est que d'ici la fin de l'année, on est sur une couverture à 50% de l'ensemble du territoire. Et puis après, bon, je ne le dirai pas à mes équipes, mais j'aimerais bien qu'on soit à 100% fin 2026. Mais je ne leur dirai pas parce que sinon, ça appellerait un petit coup de pression. Voilà. C'est un dispositif qui fonctionne bien. Et si, voilà, ça que je voulais vous dire, c'était par rapport à l'URSSAF. Comment les structures nous contactent? Soit parce qu'elles connaissent quelqu'un qui est effectivement adhérent, en tous les adhérent à l'UDES, ou soit effectivement grâce à l'URSSAF. L'URSSAF a vraiment déployé, d'ailleurs on l'a entendu dans les interventions précédentes, un rôle de conseil, de médiation, d'accompagnement, et donc communique sur SOS Employeur. Voilà, ça fait partie de ces petites solutions qui permettent de bien organiser. N'ayez pas l'impression qu'on travaille en silo. Par exemple, le dispositif que vous a présenté David, France Active nous a présenté les dispositifs, etc. Avant même la mise en place de la cellule nationale, avec les autres acteurs, le mouvement ASSO notamment, on travaille comme ça depuis 4 5 mois à essayer de justement bien cartographier l'ensemble de nos dispositifs, de bien les articuler. Voilà, l'idée, c'est vraiment de se dire, hein, c'est en étant en collectif qu'on va pouvoir agir. Ça, c'est le premier aspect. Puis, vous dire que sur le PLF 2026, on n'attend pas de connaître le PLF 2026, on commence à bosser dès maintenant. Et d'ailleurs, on a eu un chouette échange et ça fait suite à notre intervention lors de votre séminaire de travail au mois de mars-avril, je ne sais plus quelle était la date. On était intervenu donc avec le président David Cluzo et à la suite de ça, on a eu un autre échange avec
La communauté de Strasbourg, voilà, Je et remets un trop échange oui. hyper intéressant qui vient du coup enrichir aussi le plaidoyer de l'UDES, et donc c'est ça l'intérêt, c'est d'échanger, de renforcer nos plaidoyers. On a commencé à travailler avec eux sur la taxe mobilité. Oui. Donc, vous savez, le PLF a créé cette taxe mobilité qui permet aux régions notamment de mettre en place cette taxe mobilité qui vient renforcer le paiement des transports. Pas de souci sur le fond, on n'a pas d'opposition, si ce n'est que ça vient encore alourdir les charges du monde associatif, notamment. On est vraiment focus sur le monde associatif par rapport à ça, où les marges sont déjà extrêmement réduites, ils ont la taxe sur les salaires, qu'en fait que c'est le salaire le plus cher de France. Donc du coup, on est en train de travailler dessus. Il y a quelques mesures qui permettent d'exonérer certains types d'associations, mais vraiment très très peu. Et on voudrait effectivement que ça s'élargisse à l'ensemble des assos. Et donc on a cette démarche commune. Voilà, donc juste retenez que effectivement on enrichit notre plaidoyer aussi grâce à vous. Voilà, Chloé, j'ai essayé de faire court. Merci beaucoup et merci pour ces mots importants. Je pense effectivement, c'est à mon avis important pour les collectivités de savoir que voilà, les réseaux travaillent en articulation, en complémentarité. Voilà, c'est aussi. Et en tout cas, vous avez plein de ressources et de pistes. Donc, je pense ce qu'on peut aussi dire aux collectivités, c'est pour celles qui souhaitent mettre en place des choses, mais qui ne savent pas forcément vers qui vous tournez. Voilà, plusieurs fois, des noms de structures ont été évoqués. Et bien sûr, le mouvement associatif et l'UDES, je pense, n'hésitez pas aussi à les contacter pour réfléchir à des choses. On a une question d'Émilie Buatois de la région Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce similaire à Casque Bleu? J'imagine que c'est par rapport au dispositif SOS employeur de l'ESS. J'avoue que je ne connais pas, moi, Casque Bleu. Je ne sais pas si Hugues, ça te parle. Et là, je craignais que tu me renvoies la question, Ah, Chloé, pardon. parce que je ne connais hélas pas non plus Alors, ce désolée dispositif. d'avoir poussé la question piège. Non, En non, fait, bah, ce qui m'a interpellée, c'est effectivement des dirigeants d'entreprise qui parlent à leur père. Donc, du Ouais. coup, moi, j'ai trouvé un écho. C'est un dispositif, effectivement, je suis pas certaine qu'il y ait, pareil, un maillage territorial national, mais effectivement, je pense qu'ils sont basés sur des expérimentations faites dans d'autres régions, sur le fait que des pairs parlent à des pairs, et c'est plus facile de se livrer à quelqu'un qui est dans la même situation ou qui a connu des situations compliquées. Et du coup, sur la Bourgogne-Franche-Comté, c'est plutôt Casque Bleu qui travaille aussi avec 60 000 rebonds. On a plusieurs structures qui travaillent. Et il y a le SASTI. On a voilà, nos trois, comment ça s'appelle? Nos trois organismes un peu fléchés prévention. On va être sur Casque Bleu, SASTI et puis 60 000 rebonds, même si c'est là pour le coup plutôt TPE. Et puis sur l'ESS, on va plutôt avoir les DLA et France Active. Et ce qui peut être peut-être pas mal, Émilie, excuse-moi Chloé, je me permets de prendre la parole, ouais. mais parce que je trouve que c'est intéressant. Ce qui pourrait être peut-être pas mal, Émilie, c'est que vous Mhm. échangiez avec notre chargé de mission Carrément. qui est sur le coin. Il y a un truc à créer, parce qu'effectivement, voilà, il y a Bah, des synergies à trouver. je veux bien les coordonner. Ouais, très bien, ça marche. Merci. Je sais pas si tu les mets dans le chat, sinon je vous mettrai en lien. Hugues et Émilie. Ouais, tu peux nous mettre en relation, Ouais. comme ça, voilà, on fera ça après. Très bien. Merci. Il est déjà 12h30. Je vous avais pourtant dit qu'il y aurait de l'échange. Donc, si quelqu'un est frustré, ou en tout cas, même, pardon, frustré, pas forcément, si quelqu'un souhaite partager son expérience et réflexions, n'hésitez pas. On peut aussi, voilà, pour ceux dont l'agenda le permet, déborder un peu. Sinon, de toute façon, voilà. C'est comme l'expliquait Anne-Laure, et puis ben, d'ailleurs, on est quand même on s'inscrit aussi dans un contexte où il y a eu cette première réunion de cellule de veille nationale. On va poursuivre côté RTES le repérage donc des actions. N'hésitez pas à renseigner le questionnaire que Anne-Laure vous a partagé en début de webinaire. Et puis, je ne voulais pas vous dire au revoir sans vous rappeler les prochains rendez-vous et notamment l'AG du RTS parce que, alors c'est vraiment la semaine prochaine, donc c'est très court, mais si jamais vous n'étiez pas encore inscrit et que vous étiez disponible mardi prochain pour participer à nos échanges à Orléans, le matin, on a vraiment toute une table ronde sur l'avenir de l'ESS, l'urgence de partenariat durable. Je crois que ça fait largement écho à notre échange de ce matin, mais aussi, puisqu'on n'en a pas encore parlé, ça s'inscrit dans le cadre et contexte de l'élaboration d'une stratégie nationale de l'ESS à 10 ans, pour lesquels
les différents réseaux de l'ESS, mais aussi le RTS sont mobilisés pour produire des contributions. Donc voilà, ce sera aussi l'occasion de mettre en discussion un certain nombre de contributions que le RTS souhaite porter, et puis l'AG statutaire du RTS et l'après-midi, elle également en visio. Voilà. Et la veille, on se retrouve pour ceux qui peuvent à Orléans ou sinon en ligne sur un temps là, spécifique sur nos travaux sur faciliter l'installation d'agriculture durable avec l'ESS et puis sur les leviers d'action des collectivités territoriales. Merci beaucoup à nos différents intervenants, Hugues Polastro, David Ratino, Dominique Hidajuel et Laurence Parc, à toutes et à tous pour votre participation et puis très bonne journée à vous. Et je Merci, reviens merci à vers vous. Merci vous. beaucoup. Merci Merci beaucoup. beaucoup, à très Merci bientôt. pour l'invitation. Merci Merci beaucoup, au pour revoir. ces témoignages. Merci, au revoir.